Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de H. Les grandes villes camerounaises sont aujourd'hui confrontées à la situation d'une urbanisation certes galopante mais difficilement maîtrisée par les pouvoirs publics. Il n'y a qu'à voir la poussée anarchique des bidonvilles ainsi que l'occupation tout aussi anarchique de l'espace public dans les agglomérations urbaines. Une situation qui entraîne l'accroissement de la pauvreté, l'insécurité et la fracture sociale. Pourtant, une urbanisation orientée et coordonnée pourrait être un outil plus que fondamental pour placer le Cameroun sur le chemin du développement durable et pourquoi pas de l'émergence tant souhaitée. Comment maîtriser la planification urbaine dans les grandes villes camerounaises? Ce soir, nous nous appesantissons sur les villes de Yaoundé et de Douala. Et la question, nous la poserons à notre invité de ce soir. Il est avec nous sur ce plateau, Monsieur Aïe Ateba Cyril. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très, je dirais, enchanté d'être invité ici, sur ce plateau. Je peux dire l'impression générale que j'ai, c'est que je ne connais pas très bien Humanitarian TV, mais je suis en train de prendre la mesure et je dis bon courage aux initiateurs de ce projet. Merci d'être invité. Oui, je rappelle que vous êtes urbaniste, ingénieur à la communauté urbaine de Yaoundé, ou devrais-je dire à la mairie de ville? Vous pouvez dire les deux, je pense, parce que la loi de décentralisation parle toujours de communauté urbaine. La loi de 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Tout à fait, oui. Mais la précision qui est apportée, c'est que ces communautés vont prendre le nom de ville 2. Donc, quand nous sommes à Yaoundé, nous allons parler de la ville de Yaoundé. Oui, mais qu'est-ce qui change fondamentalement entre la communauté et la ville? C'est juste un problème terminologique ou alors dans le fond, il y a eu des aménagements en faveur de la ville que n'avait pas la communauté? Je pourrais dire que ça dénote là d'une volonté de donner plus de place à la décentralisation. Ce n'est pas qu'un problème de terminologie. On veut marquer les changements qu'on a apportés à la vie de ces communautés-là. Vous avez entendu le ministère dédié à cela a fait des annonces suffisamment fortes, de nouvelles dispositions sont prises. Vous avez vu avec les élections des maires à la tête de ces structures, c'est plus des nominations. Et aussi, vous pouvez noter le fait que des annonces ont été faites en termes de ressources supplémentaires à mettre à disposition. Donc je crois que c'est plus cette volonté-là qui est marquée par ce changement de terminologie. Alors, on reparlera des collectivités territoriales décentralisées, on parlera de l'aménagement urbain, on parlera de la planification urbaine, ce sera en deuxième partie d'émission. Mais avant, quelques questions d'actualité sur lesquelles vous êtes appelé à donner votre point de vue. Vous avez marqué votre accord pour cela. Et je voudrais qu'on commence par parler de la question tribale, de la montée en puissance des replis identitaires qui se fait de plus en plus observer depuis la dernière élection présidentielle de 2018, à travers les médias sociaux notamment, des personnes s'affrontent sous le couvert d'une ethnie. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous observez la société camerounaise telle qu'elle se présente, vous avez l'impression que ces guerres interethniques qui sont sur les réseaux sociaux, présentes déjà, se reflètent dans cette société camerounaise? Moi, je dirais plutôt que l'ensemble de ces, je dirais, petites guerres qui se font par réseaux sociaux interposés rend ma compte au courant de ce que nous observons tous les jours. Je crois que le Camerounais, quoi qu'on dise, a un vécu de ce que on appelle communément le vivre ensemble.
Et je crois que les intérêts des uns et des autres vont plutôt vers cette cohésion tant souhaitée. Oui. C'est pas parfait. Je ne veux pas dire que nous sommes dans un monde tout à fait parfait. Mais que le repli identitaire n'existe pas. Voilà, non, il existe, on le ressent de temps en temps. Mais on voit au quotidien que c'est pas tout à fait ce repli identitaire-là qui gouverne je veux dire, les actions au quotidien des populations. Qu'est-ce qui crée tout cela? Je veux dire que nous sommes tous Camerounais, certes venus d'origines diverses. Qu'est-ce qui crée ces dissonances dans les discours sur la base tribale? À mon avis, je pense que cela est dû forcément à des étapes de l'évolution même de notre vie nationale. Vous avez vu, il y a des grandes démocraties comme les États-Unis, avec ce que l'on vit. Ils ne sont pas arrivés au bout de la résorption de tous ces replis identitaires. Très souvent même, ils remontent avec des peurs. Chaque fois que nous avons des peurs, vous pouvez avoir des peurs comme celle de la pandémie actuelle, où il est très facile d'indiquer que c'est un tel qui est à l'origine. Quand vous avez des problèmes sur le plan économique, vous avez tendance à rejeter la faute à quelqu'un et on cherche un bouc émissaire en réalité. Et très souvent, c'est en plus récupéré par des politiciens d'un certain type, avec des buts inavoués qui, je crois, exacerbent ce sentiment-là. C'est un peu humain, mais je crois qu'on dépasse progressivement. Et nos nations, me semble, sont jeunes. Donc, quelque part, ce n'est pas des choses qu'on arrive à dépasser rapidement. Oui. Alors, il y a une loi qui a déjà par ailleurs été adoptée contre le tribalisme, qui réprime notamment ces discours à relance tribal sur l'espace public. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour résoudre ce problème? Non, vous savez, dans un pays, les lois sont là pour encadrer la vie commune. Mais les lois seules ne font pas tout. Je crois que c'est même la maturité des peuples qui arrivent à mettre tous les intérêts nationaux au-dessus des intérêts égoïstes de certains clans. Et on voit très bien à l'intérieur des clans. Quand vous avez un haut fonctionnaire qui est nommé à un poste, ce n'est pas forcément les membres de son clan qui bénéficient le plus, même si vous avez quelquefois l'impression qu'on a peut-être attiré autour de soi. Il y a une ethnie qui est avantagée, mais dans tel ministère, par exemple. Oui, mais on sait très bien que même quand bien même vous avez celui-là qui arrive, attire des proches, mais derrière, quand il s'agit de gérer des intérêts, je dirais, économiques, ils font fi de toutes ces considérations et vous allez les voir prendre plutôt d'autres personnes et les mettront. Je ne vais pas apprendre aux Camerounais les détails de nos vies. Mais moi, je continue à penser que cela va se résoudre progressivement. Nous avons besoin, moi je crois sur le plan économique, que le peuple camerounais soit plus mature, qu'il y ait une masse plus importante de personnes qui comprennent ces enjeux-là. D'accord. Ouais. On va parler de l'actualité qui bat son plein à travers le monde. Au Cameroun notamment, c'est la crise sanitaire du coronavirus. Une semaine après la reprise des classes, le Cameroun a déjà plus de 7000 cas contaminés. Était-ce une bonne idée?
finalement, une semaine après, vous avez observé le retour des classes et le déploiement. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris la bonne décision, selon vous? Sur ce point, moi, je ne peux pas répondre de manière péremptoire en disant c'est une bonne ou une mauvaise idée. En réalité, il faut regarder le problème sur tous les angles avant de voir si nous avons besoin de prendre position. Vous voyez-vous, en fait, la pandémie actuelle a surpris tout le monde. Je crois que, du coup, on n'a pas eu le temps d'avoir à vraiment réfléchir sur les bonnes mesures à prendre. Et je crois qu'il a été peut-être facile d'aller calquer ce qui a été fait, reproduire des expériences qu'on a observées ailleurs. Je crois seulement que certains dirigeants de nos États ont pu se ressaisir un peu. Moi, je prends le cas béninois où, pendant que des restrictions étaient faites à tout va, le président béninois a décidé que lui, il ne suivait pas ce courant-là. Oui. Il faut comprendre que derrière... Le confinement coûtait trop cher. Voilà. Non, il coûte cher. Il coûte cher pour les... Vous imaginez quand vous avez quelqu'un qui gagne sa vie au jour le jour. Vous le mettez devant un dilemme. Si vous allez le confiner quelque part, il pourra peut-être mourir de Covid-19, mais il va certainement mourir de faim s'il n'est pas capable, lui et sa famille, d'avoir des ressources pour vivre. Et nos États ne sont pas derrière pour pouvoir suppléer aux besoins de ces nécessités, parce que les États eux-mêmes sont faibles, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pallier à cela. Donc il faut regarder le contexte. Donc, alors, pour revenir sur la rentrée, je pense que la vie doit reprendre son cours normal. C'est vrai, quand nous observons dans les établissements, nous avons affaire là à des très jeunes, et leur faire respecter toutes les mesures barrières est très très difficile. Mais il faut savoir que la vie doit reprendre son cours normal. Il faut faire preuve de pédagogie, continuer à dire les mêmes choses. Je crois que dans tous les médias, et les médias ont joué vraiment un grand rôle là-dedans, de rappeler tout le temps ces mesures barrières-là. Ce n'est que de cette façon. Il faut que, moi je pense que les populations sachent que nous allons vivre avec ce virus pendant très longtemps. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Voilà. Parlons de politique à présent. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, est monté au créneau cette semaine pour dénoncer ce qu'il appelle une succession de gré à gré qui se fomenterait au sommet de l'État. Succession au gré à gré. On sait quand même que Maurice Kamto est candidat malheureux à la présidentielle, un candidat qui est quand même aussi devenu populaire, ça il faut le dire. Alors, la succession de gré à gré, transmission du pouvoir de gré à gré au Cameroun, est-ce que c'est une hypothèse qui, de votre point de vue, est envisageable? Vous savez, c'est une question assez délicate. Oui. Mais je peux dire que nous sommes en face d'une situation de fait. C'est que le pouvoir, le véritable pouvoir, est entre les mains d'un certain nombre d'une certaine élite. Bien entendu, le jeu démocratique veut que derrière, en face, il y ait une opposition. C'est tout à fait logique. Et je pense qu'il y a là un rapport de force. Et dans tous les rapports de force, comme vous savez, seuls ceux qui ont véritablement les coups de franche à un moment arrivent à prendre les choses en main. Nous ne sommes pas dans des pays où véritablement, parce qu'il faut pas rester dans une bulle pour, et voir seulement ce qui devrait se faire sans voir ce qui se fait effectivement sur le terrain. Les populations ne sont pas encore à un niveau où ils arrivent à comprendre. C'est pour ça que je parlais d'une masse critique qui doit monter au niveau de la compréhension des enjeux de développement d'un pays pour effectivement
pouvoir peser quand des décisions se prennent. Malheureusement, nous sommes dans une situation, parce que nous nous bornons souvent aux réactions qui sont celles qu'on peut noter dans les grandes villes, que sont Yaoundé, Douala, Bafoussam, je ne sais pas, et on prend les réactions de ces localités-là qu'on généralise. Pour en faire la vie générale. Voilà, la vie générale n'est pas tout à fait cela. Il faut pouvoir peser véritablement sur le plan national, moi je pense, pour être capable d'impulser un changement dans un sens comme dans l'autre. Mais est-ce qu'une transmission du pouvoir de gré à gré ne serait pas justement j'allais dire, un frein au chemin vers la démocratie sur lequel le Cameroun s'est engagé? Le chef de l'État avait dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui l'image de celui qui a porté au premier chef la démocratie. Est-ce qu'il ne se contredirait pas lui-même si Paul Biya souhaiterait sortir en utilisant cette technique, si je peux l'appeler ainsi? Bon, dans le fait, il faudrait même aller voir, parce que nous faisons des suppositions. Bien sûr, bien sûr. Voilà, nous faisons des suppositions et on ne sait pas déjà très bien quel est l'agenda on en fait aussi parce que c'est un mandat où beaucoup estiment que ce sera peut-être le dernier du chef de l'État. Moi, je ne m'aventurerai pas. Je crois que il y a eu une période où on pensait que on n'avait plus pour très longtemps, mais et ça continue. Moi, le débat, à la limite, n'est pas encore à ce niveau. Je vais insister sur le fait que les alternances se passent de manière pacifique dans des États où, véritablement, vous avez l'impression qu'il y a en face, je dirais, une force suffisamment structurée qui est en train de renverser une autre qui est en place. Actuellement, les forces sont très déséquilibrées et il est difficile de voir véritablement les choses changer. Moi, quand on parle d'alternance de gré à gré, j'aimerais revenir un peu en arrière et essayer de placer le Cameroun dans le contexte de tous les pays africains. La première alternance, on peut le dire, s'est passée par un gré à gré. Et je ne sais pas si, au finish, nous sommes sortis si affaiblis de cette alternance-là, si on observe d'autres pays qui ont eu d'autres alternances chaotiques. Je pense que... Il y a eu les mouvements de 84. Oui, il y a certes eu des mouvements de 84. Il y a la crise anglophone aussi, aujourd'hui, qui, pour certains, tire aussi un peu ses origines. Malheureusement, je dirais que la crise anglophone vient plutôt polluer ce débat. Parce que la crise anglophone montre une frange de la population qui veut se détacher du reste de l'État, donc créer une fracturation. De ce fait, on peut le dire, il n'y a aucun État au monde qui accepte de plein gré de se dessaisir d'une partie Et je crois que cette crise vient polluer un débat qui aurait pu être celui, effectivement, de l'alternance, les conditions de cette alternance, et aussi, je dirais, le poids, j'insiste là-dessus, que les populations devraient avoir dans cette alternance-là, parce que ça devrait émaner de la volonté même du peuple. Encore faut-il que ce peuple soit suffisamment déjà au fait des enjeux pour qu'il puisse décider en âme et conscience. Et malheureusement, moi, je n'ai pas l'impression, et ça peut-être c'est un avis personnel, je n'ai pas l'impression que à ce niveau-là, nous avons déjà une masse suffisamment forte de personnes qui comprennent ces enjeux-là, et donc qui peuvent peser au moment des choix. J'ai l'impression que les populations, ils vont prendre des opinions un peu par défaut, des choses qui sont dictées par je dirais, une certaine élite qui va tirer la couverture d'un côté ou l'autre. Et c'est peut-être ça qui fausse le jeu. Moi, j'insiste sur un fait, toute alternance qui pourrait se faire dans la tranquillité arrange
le peuple profond, parce que ce peuple-là, pour qu'il puisse travailler au quotidien, pour mener ses activités, a besoin d'abord de paix. Les autres choses, nous les aurons en sus si vraiment nous avons déjà je dirais, le mérite, je peux même dire ainsi, d'avoir cela. Très rapidement, dernière question pour sortir de cette première partie dédiée aux questions d'actualité. Vous avez sans doute appris le décès du journaliste Samuel Ouazizi, qui est donc décédé en détention, selon un communiqué du ministre de la cellule de communication du ministère de la Défense. Ce dernier souffrait déjà d'une maladie qu'il a emportée. Faux, rétorquent les organisations de la société civile, comme le syndicat national des journalistes, qui estime bien que ce dernier serait décédé de suite de nombreux sévices corporels qui lui ont donc été affligés. Sur la base de cela, mais également des événements récents au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, où on a eu le débat autour des libertés publiques, liberté des partis politiques à manifester. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun régresse en matière de liberté d'expression? Avant de répondre sur la question, est-ce que le Cameroun régresse, je dirais, je vais d'abord mettre mon sentiment à propos même de la mort de ce journaliste. Je dirais que il est urgent pour l'image du Cameroun que lumière soit véritablement faite. Et le chef de l'État l'a prescrit par ailleurs. Oui. Voilà. Je crois que vous avez vu, ça donne quand même, quand on compare avec les événements qu'il y a eu avec des morts du Nord-Ouest, d'une certaine volonté, d'une frange de l'exécutif, d'être suffisamment clair sur, je veux dire, d'éviter ce type de drame. On ne peut pas penser que tout est tout à fait noir à ce sujet. Concernant les libertés publiques, mon avis est que les libertés sont toujours liées, je dirais, à des phases de notre histoire. Je pourrais dire que aux indépendances, et l'ancien président l'assénait tout le temps, il y avait un besoin d'unité. Il était difficile de laisser. Et il faut bien regarder le personnel politique de l'époque. Il n'avait pas suffisamment de maturité. Très souvent, c'était des très très jeunes qui avaient pris le pouvoir. Et au niveau sur le plan intellectuel, ils n'avaient pas tous les outils pour véritablement maîtriser la situation. Et je crois qu'on doit leur tirer un chapeau en cela, parce que au moins l'essentiel a été sauf, c'est l'unité. C'était pas évident. Parler du Cameroun à l'aube des indépendances ne parlait pas à toutes les ethnies de ce pays. Le Bororo, le Sawa et tout ça. Il a été très difficile de faire comprendre à tous ces gens-là que désormais ils appartenaient à une seule et même entité. Et donc les voix dissonantes étaient difficiles d'être entendues parce que l'exécutif était conscient que ça pouvait polluer en fait l'atmosphère et nous détourner de la voie du cap qui se sont prescrits, celle de l'unité du pays. Et donc gouverner d'une main de fer. Forcément. On peut critiquer cette façon de faire. Il y a des choses qui auraient dû être faites. Malheureusement, les dérives, il y en a eu qui étaient nombreuses aussi. Mais moi, je crois qu'il faut retenir là-dedans l'essentiel et faire un effort de réhabiliter ceux qui ont, à l'époque, milité pour ces libertés. C'est des héros qui doivent être réhabilités dans le cœur même des populations camerounaises. Et donc j'ai parlé là de cette époque, mais il y a eu une autre phase, et ça, venant beaucoup de l'international, avec le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, donc, qui était symbolique et qui marquait, je dirais aussi,
la chute en fait, la fin de la guerre froide, Oui. qui était marquée entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Cela a pu impulser Un vent de liberté. voilà, ce vent de liberté. Et je crois que le président à l'époque a bien perçu cela. Il a su que la position allait être intenable s'il n'en prenait pas compte. Je crois que ça a été fait. Des avancées ont été faites dans ce sens-là. Si nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, discuter librement de ces questions, c'était subversif à l'époque d'aborder frontalement ces questions-là. Donc je pense que, effectivement, on a eu des avancées. J'insiste souvent auprès de certains amis en disant que nous ne devons pas rejeter l'enfant avec l'eau du bain. Mais il ne faut pas oublier que du fait que un certain nombre de choses, je dis, on est rentré dans une certaine léthargie. Nous avons oublié. Et c'est pour ça qu'il est important que des gens continuent à se battre. Parce que la liberté est une quête perpétuelle. Voilà, merci. On va prendre une légère transition, le temps de vous permettre de boire un peu d'eau. Et on se retrouve juste derrière, très chers téléspectateurs, pour la deuxième partie d'émission. Voilà, merci. De retour sur ce plateau. Aïe Ateba Cyril, j'ai dit en début de cette émission que les villes camerounaises de Yaoundé et de Douala font face à une urbanisation galopante, mais pas du tout maîtrisée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quel est le regard que vous posez sur la situation des villes de Yaoundé et de Douala, et en particulier un peu plus celle de Yaoundé? Oui, en tant que cadre à la communauté urbaine, nous touchons du doigt les problématiques qui sont liées à l'urbanisation de la ville de Yaoundé. Oui. Et donc, le constat que vous faites est tout à fait juste. Nous ne devons pas faire la langue de bois là-dessus. Oui. Mais il faut savoir que il faut aller en profondeur pour bien comprendre pourquoi on en arrive là. Oui. Je crois que ces questions, même au-delà de problématiques qui touchent seulement la ville, touchent le développement même de ce pays. Oui. Parce que quand vous avez parlé des villes de Yaoundé et Douala, ces villes, si on peut estimer la population du Cameroun à plus de 20 millions d'habitants, ces deux villes, à elles toutes seules, pèsent déjà au moins, 30 à 40% de la ville. Les deux villes pourraient atteindre tranquillement dans les 7-8 millions d'habitants. Ce n'est pas rien par rapport aux 20 millions d'habitants. Et donc, quand on parle de la vie du développement, parce que quand vous parlez de planification, moi je parlerais plutôt du développement de ces deux villes. Oui. Pas simplement économique, je parle du développement, parce que la planification, c'est plus, je dirais, la vision qu'on peut donner à travers, par exemple, des documents d'urbanisme. Alors justement, est-ce que ce n'est pas ça le problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de vision dans la construction de nos villes au Cameroun? Tout à fait. Je pense que le problème est là. La plupart de ces villes, il faut savoir, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas de documents de détails qui puissent permettre que la ville puisse se développer de manière harmonieuse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si je peux faire une petite comparaison, imaginez-vous si vous voulez construire une maison, tout simple. Si vous commencez à le faire sans avoir un document, un plan qui vous dit où est-ce que vous allez placer
votre cuisine, votre chambre et tout le reste, les dimensions qu'on doit donner à ces éléments-là. Et on passera plus loin avec les plans de plomberie, les plans d'électricité. Si vous ne disposez pas de tous ces outils de planification, bien entendu, il vous sera très difficile de construire une ville, une maison qui, d'ailleurs, a un coût plus bas, parce que vous allez exploser vos coûts. Et aussi, le fonctionnement même de votre maison ne sera pas harmonieux. Et je crois que si vous le transposez dans un plus grand sur les villes, vous allez voir un peu les difficultés que nous avons. Et je crois que les données historiques et sociologiques sont très importantes pour comprendre pourquoi nous nous retrouvons à ce niveau. Allez-y. Voilà. Alors, là-dessus, je vais dire une chose, c'est que je parlerai plus pour la ville de Yaoundé, parce que la ville de Douala, ce n'est pas une ville que je connais très très bien. Mais au moins la ville de Yaoundé, je peux dire une chose, c'est que il y a une très grande corrélation avec son histoire, avec l'histoire même du pays aussi. Tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'à l'aube des indépendances, le pouvoir en place a pu mener des actions avec beaucoup de force. La ville de Yaoundé, qui est la capitale de ce pays, a suivi, bien entendu, cette trajectoire. La structuration qui est celle de la ville de Yaoundé aujourd'hui est en grande partie menée pendant cette période, je dirais de 1960 à 1982, la période pendant laquelle véritablement l'administration, notamment par le touchement de la municipalité, mène vraiment des actions pour structurer la ville, notamment avec tous les quartiers de lotissement qu'on connaît dans la ville. Le premier, les gens ne le voient pas souvent, c'est Nsame Foulen, a suivi des quartiers comme Kondongo, comme Tinga, Messa, après Mbala 2, Essos, et puis enfin Mimboman. Cette structuration-là s'est faite parce que à l'époque, l'État avait suffisamment de force. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la concertation avec les populations. Et ça posait d'autres problèmes aussi, hein, qu'il est bon de relever. Parce que tout n'a pas été que rose avec cela. Vous imaginez que quand on décidait d'exproprier des populations... C'était sans leur vie, sans... Voilà. Et quelle a été leur vie après ces expropriations-là? C'est important de savoir que derrière, il y a eu des problèmes et forcément, au jour d'aujourd'hui, des ressentiments. Peut-être que ces ressentiments même peuvent justifier pourquoi les populations, par la suite, se sont dit, comme nous ne sommes pas tout à fait propriétaires de ce bien, hein, des zones, des espaces qu'ils occupent depuis bien longtemps, ils se sont mis à très rapidement les brader sans plus tenir compte de la réglementation parce qu'ils se sont dit, dans tous les cas, ils seront dessaisis. Quant à faire, s'ils peuvent retirer quelques revenus. Alors, il y a une forte poussée des constructions anarchiques aujourd'hui dans la ville de Yaoundé. Vous avez cité certains quartiers. Moi, je vous parlerai par exemple des quartiers comme Bogada, de la briqueterie, et bien d'autres dans la ville de Yaoundé où pullulent ces constructions anarchiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour celle-là précisément? Oui, je peux dire que ces quartiers que vous venez de citer sont des quartiers centraux de la ville. Il a été difficile, même pour l'exécutif, à l'époque où, je dirais, le pouvoir était suffisamment fort, de modifier, de bouleverser, de structurer ces espaces-là parce que les populations étaient déjà installées en ces lieux quand les lotissements étaient faits dans la périphérie immédiate de ces lieux. Donc, on a laissé là des poches d'insalubrité. Hein? Et je crois qu'aujourd'hui, la situation se complique encore un peu plus
parce que rien n'est fait pour résoudre alors que c'est devenu urgent. Vous allez voir quelqu'un qui occupe au sol un espace de 100 mètres carrés. Il avait dessus une maison qui était en matériaux provisoires. Aujourd'hui, il est en train de construire avec des matériaux définitifs, mais toujours avec les mêmes 100 mètres carrés. Et je peux vous dire que ça se fait sans suivre la planification urbaine, sans vision, sans stratégie. Cette consolidation de l'existant est dangereuse. Et donc, justifie même encore plus l'urgence d'agir au jour d'aujourd'hui. Mais je vais revenir quand même sur les éléments historiques que j'étais en train de noter tout à l'heure. Je disais que jusqu'aux années 80, on avait une municipalité qui, effectivement, essayait de marquer le développement de la ville. Mais, dans la suite aussi, vous pouvez voir qu'il y a eu une corrélation avec la situation économique du pays, où la crise économique a commencé à s'installer. Oui. Il y a eu un relâchement. Donc la municipalité a perdu quelque peu le contrôle de l'occupation au sol dans la ville. Et comme je vous disais tout à l'heure, en périphérie, les premières structurations ont donné comme un signal aux populations qu'il fallait vite se débarrasser des espaces. Donc le résultat, c'est un grand étalement urbain et une ville qui se fait sans la municipalité. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a les constructions dans les zones à risque. Ces zones qui se font encore, qui attirent encore beaucoup plus l'attention. On a eu le cas, il y a de cela quelques mois, de glissement de terrain survenu dans la ville de Bafoussam. Donc on tirait la sonnette d'alarme pour ce qui est de la ville de Yaoundé. À qui revient la responsabilité de résoudre ce type de problème? C'est-à-dire que les populations ont décidé d'aller s'installer dans des zones à risque. Qu'est-ce qu'on fait justement à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut exproprier les populations de cette terre, les délocaliser ou alors intervenir à la base pour empêcher justement que les gens n'aillent se construire, se loger dans des zones qui pourraient constituer dans des années à venir un danger pour leur sécurité? Vous pouvez imaginer que effectivement l'idéal, c'est d'intervenir le plus rapidement possible pour prévenir cela. Oui. Mais j'appelle souvent les uns et les autres à essayer d'évaluer les moyens qui sont donnés aux municipalités, à nos municipalités. Parce que si vous voulez qu'elles puissent assumer un certain nombre de ces missions, il faut qu'elle ait effectivement les moyens qui vont lui donner la force nécessaire d'agir. Notamment, parce que quand je le dis, il faut évaluer suffisamment l'adéquation entre les moyens qui sont celles des municipalités et celles véritablement qu'il faut mettre pour arriver à le faire. Je vais dire comme ça, je vais donner un élément. C'est par exemple la police municipale qui est absente. Oui. Parce que quand je le dis, vous allez me reprendre tout de suite en disant, mais quand on voit ce que vous appelez Awara, oui. Bon, on est gentil d'appeler ainsi, mais vous voyez, c'est pas ça une police municipale. Dans d'autres pays, quand les gens font des missions, on va vous parler de l'Afrique de l'Ouest, on va vous parler de l'exemple d'un pays comme le Burkina et de la ville de Ouaga. Quand vous voulez vous retourner dans un coin de rue pour aller faire vos besoins, tout de suite, vous avez quelqu'un qui vient vous reprendre en disant « Monsieur, on ne le fait pas ». Très souvent, ça peut être quelqu'un qui fait partie tout simplement de la population. Mais je crois que cette sensibilisation est bien rentrée parce qu'il y a une forte présence d'une police municipale à tous les coins de rue. Ouaga
qui a à peu près, je peux dire comme ça, la superficie de la ville de Yaoundé, Oui. est tenue par plus de 600 policiers municipaux. Si vous parlez d'Awara, c'est une vingtaine de policiers, de policiers que la police camerounaise détache auprès de la communauté urbaine, complétés par quelques supplétifs. C'est pas ça une police municipale. Oui, mais justement, parlons de cette police municipale qui a fait l'objet de débat il y a de cela quelques années. Le préfet avait même interdit son activité dans la ville de Yaoundé à une certaine période. Quel est le rôle de quel rôle devrait jouer, justement, vous en parliez, cette police municipale dans une ville comme celle de Yaoundé? On constate qu'il y a toujours des relations conflictogènes entre cette police municipale et les commerçants qui occupent pour certains et pour l'essentiel de manière anarchique l'espace public. Est-ce que justement ce n'est pas ça, agir avec fermeté tel qu'ils le font pour faire comprendre le bien fondé du respect des normes aux populations? Moi je dirais plutôt, quand vous parlez de fermeté, moi qui vois de l'intérieur, moi je dirais que c'est plus un aveu d'impuissance. Parce que voyez-vous, à longueur de journée, on a l'impression que on lutte contre les pales d'un moulin à vent. Oui. Vous avez une situation où vous venez de déloger des gens qui occupent une partie du domaine public ici. Et quand vous repassez 2 minutes après, vous les retrouvez installés de la même manière qu'ils l'étaient avant. Je veux donner une illustration de ce que pourrait être la police municipale. Pour quelque chose qui fonctionne à peu près correctement dans notre ville, c'est les parkings. Vous voyez, dans la ville, on a installé des agents qui, à tout moment dans la journée, contrôlent comment chaque véhicule se gare. Ils n'ont pas un bâton, ils ne le font pas violemment. Ils vous disent: monsieur, voilà comment vous devez vous mettre. Et vous le respectez. D'autant plus que vous savez qu'il y a une unité qui vient en appui pour rappeler, cette fois-là avec plus de force, avec un sabot par exemple qu'on vous met, que vous n'aurez pas dû vous mettre là. La même chose peut être transposée s'agissant d'une police municipale. La présence est d'abord très dissuasive si on arrivait à bien cadrer tout le territoire de notre municipalité. Oui. Tout au moins les points les plus, je dirais, qui posent le plus de problèmes. Alors, quand vous avez donc une ville où vous avez juste une unité qui, de manière ponctuelle, intervient, il est clair que il est difficile de pérenniser les acquis. Une fois qu'on a libéré une partie du domaine public, il faut que tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui veille, qui rappelle aux uns aux autres ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité, justement? Il y a des espaces qui ont été conçus dans la ville de Yaoundé pour certains commerçants, mais qui ne sont pas occupés. Alors, les gens préfèrent se rendre dans les marchés, poser les étals à même le sol pour faire leur commerce, en lieu et place d'occuper ces espaces qui ont été aménagés. Non, est-ce que ce n'est pas le problème de la mentalité, justement? Parler de mentalité, oui, parce que un certain nombre de choses se sont installées dans le quotidien des citoyens de la ville. Ils ne peuvent pas voir autrement. Mais j'insiste sur un fait. La présence d'une police est d'abord dissuasive. Oui. Elle aide à rappeler aux citoyens. Parce que, vous voyez, quand vous avez un jeune qui n'a pas d'emploi, qui veut gagner sa croûte, il est prêt à tout. Mais il faut qu'il y ait une présence qui lui rappelle qu'on ne peut pas tout faire dans la ville. Bien sûr. Et quand vous parlez d'espace marchand dans la ville, je suis désolé, moi j'estime que c'est même aussi un autre pan
du problème qu'il faut résoudre. C'est ça d'ailleurs qui justifie la naissance de marchés spontanés dans la ville. Il faut plus de places de marché dans la ville et des places qui se rapprochent vers la proximité. Hein? Mais comment obliger les commerçants à occuper ces espaces? Non. Je veux dire que dans la ville de Yaoundé, il y a des espaces qui existent mais qui sont inoccupés. C'est mal connaître la situation. Il n'y a pas, je peux dire, d'espaces qui ne sont pas occupés. C'est-à-dire que quand vous arrivez par exemple au marché central, vous avez l'impression que toutes les boutiques au-dessus sont fermées. C'est faux. C'est simplement qu'ils sont détournés de leur vrai usage. Alors, entre le marché Mokolo et le Carrefour Mec, par exemple, je crois qu'il y a des espaces qui avaient été aménagés à cet effet. Ces espaces-là... Qui sont jusqu'à ce jour fermés. Ils sont fermés. Mais allez poser la question s'ils sont inoccupés, ce sera une autre chose. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais je vous dirais que mon avis est qu'il y a très peu d'espaces qui sont offerts pour faire l'activité économique. Donc, il faut davantage... C'est aussi un des problèmes. Oui. Il faut suffisamment d'espace aux jeunes pour qu'ils puissent développer leurs activités économiques. Alors, est-ce que le problème de l'aménagement urbain au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, pardon, n'est pas aussi dû à l'afflux massif des populations qui viennent un peu de partout, de l'extrême nord, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de partout, pour aller justement en ville, pour chercher son gagne-pain? Est-ce que ce n'est pas aussi l'exode rural qui est un frein à l'implémentation des politiques de développement en milieu urbain? Là, quand vous évoquez cette question, je peux d'emblée dire que c'est une question qui doit trouver une réponse sur le plan national. Il faut donner suffisamment d'attractivité aux villes de toutes les régions pour que les jeunes aient envie de s'y installer. Et je crois que ce que nous voyons est aussi lié au fait que notre développement n'a pas atteint la maturité nécessaire pour offrir suffisamment d'opportunités aux jeunes. Si dans des zones où vous avez par exemple un potentiel agricole élevé, il y avait, primo, suffisamment de formation offerte dans le domaine de l'agriculture. Parce que moi j'ai toujours pensé que là-dessus, nous avons un potentiel énorme, mais très peu est fait pour former d'abord les jeunes. Parce que quand si vous demandez aux gens, ils n'ont qu'à travailler, à cultiver la terre de leurs ancêtres, c'est bien, mais ils ne peuvent pas le faire quand on sait que d'abord, nous avons eu une certaine rupture entre les techniques ancestrales et ces jeunes-là. On les envoie à l'école. Ils n'ont plus le temps d'apprendre les techniques ancestrales. Et au niveau de l'école même, on ne leur apprend pas à tenir la houe ou même autre chose. Donc, je crois que c'est une réponse nationale qu'il faut donner à cette question-là. Comment aménager, comment améliorer, je veux dire, le cadre de vie des populations en milieu urbain? J'ai parlé du développement de ces bidonvilles, ce que en Amérique du Sud on appelle les favelas, qui sont un peu en train de vouloir se développer aussi dans des grandes villes du Cameroun comme Yaoundé et Douala. Qu'est-ce que la communauté urbaine peut ou devrait justement faire pour qu'on n'en arrive pas là? Vous savez, la question que vous posez est très 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 vaste. Elle prend beaucoup, elle touche à beaucoup de problèmes en même temps. Vous voyez, il y a d'abord une insuffisance, je dirais, d'un personnel qui soit capable de véritablement affronter ces questions. Oui. Je dirais que, d'abord, j'ai pris l'exemple de la construction que vous voulez faire. Vous voulez construire une maison. L'idéal veut que le plan de votre maison soit fait par un architecte
Si vous n'avez pas d'architecte, vous devez avoir au moins, en fonction de la taille de la construction que vous voulez faire, vous devez avoir au moins un technicien du domaine qui peut vous permettre de le faire. Alors, la même problématique se pose pour nos villes. Alors, posez-vous les questions. Est-ce que l'État du Cameroun s'est donné suffisamment de moyens pour un développement harmonieux de nos villes? Et je pense que, à la base, il y a le technicien. Il faut qu'on lui donne la place qu'il faut. Il faut même qu'il soit formé suffisamment de techniciens. Comment voulez-vous que vous avez le développement des villes, que vous n'ayez pas d'urbanistes? Vous estimez qu'il n'y en a pas assez pour impulser? Vous connaissez l'école qui forme les urbanistes dans ce pays? On en a créé quelques-unes, peut-être entre-temps, des universités privées, quelques filières dans les facultés, mais ça devrait être tout un corps de métier qui est alimenté par une par une formation derrière. Cela a été, à mon avis, négligé. Et c'est un peu le résultat que vous avez au jour d'aujourd'hui. Il faut continuer à vous poser la question, combien d'ingénieurs sont formés chaque année? Combien de techniciens sont formés chaque année dans ce pays? Je crois que à la base de tout, il faut réfléchir à ces questions-là. Bien sûr. Et dans un deuxième degré maintenant, il faut que les politiques elles-mêmes s'engagent véritablement je dirais même, je devrais même inverser les ordres de priorité. Ce n'est pas la formation d'abord, c'est même qu'il faut que les politiques aient un engagement là-dedans. Et il faut que les gens comprennent que c'est même devenu, comme je le disais au début, des enjeux de développement de ces pays. Parce que quand vous touchez à l'amélioration de vie de 8 millions de Camerounais sur une vingtaine, vous changez véritablement. Les villes de Yaoundé et Douala, pour les économistes vont vous le dire, c'est en recettes de TVA au minimum 70% des recettes de TVA de ce pays. Alors, quand vous n'investissez pas dans ces villes, vous désinvestissez pour tout le Cameroun. Donc, il est question que les politiques voient en ça les leviers pour le développement du pays. L'urbanisation, le développement urbain, c'est d'abord cela qu'ils doivent avoir comme leitmotiv. Après, ils se poseront la question, qu'est-ce qu'il faut pour impulser ce développement? Donc on est bloqué au niveau de la vision. Est-ce que les politiques ont la vision nécessaire pour impulser ce développement-là? Oui, mais après, le reste suivra. Oui, mais sur les faits, quand vous avez une ville de Yaoundé qui ne cesse de s'étendre au quotidien, avec des bidonvilles qui ne cessent de se concentrer davantage, créant toutes les formes de mots que l'on connaît, l'insécurité et bien d'autres encore. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là précisément? Est-ce qu'il faut détruire pour reconstruire par la suite? Là encore, on va s'opposer peut-être, on va encore se retrouver peut-être à l'opposition des populations qui estiment qu'elles ont acquis des terres. On pourrait, en suivant votre logique, dire que, eh bien, s'il n'y a pas peut-être une réforme dès le haut, eh bien, les villes de Yaoundé resteraient dans l'état où elles se trouvent actuellement. Oui, je continue à penser que pessimiste. On doit avoir une volonté politique et donner les moyens aux villes. Mais spécifiquement pour cette question, il faut savoir que les quelques documents d'urbanisme qui ont été élaborés ont donné une vision claire là-dessus. Notamment le SDO de 82 et même le plan de développement urbain, je crois, de Horizon 2020, qui est en cours de révision, réaffirme déjà, en fait, attaque déjà ces questions-là. Ces deux axes qui sont brandis pour les quartiers d'habitat populaire de la ville, les quartiers centraux que vous avez cités, notamment Vogada, une partie de Nkondongo, Vorumbi et tout le reste. Il est dit dans ce document qu'il faut
amener le cœur de la ville, l'hypercentre, à s'étendre vers la périphérie, vers ces zones-là, et densifier suffisamment en changeant de type d'habitation dans ces zones. Hein, c'est là les recommandations qui ont été faites par ces documents. Pourquoi faire partie, en fait, étendre le centre-ville vers la périphérie? C'est que vous êtes jeune aujourd'hui. Si vous voulez avoir un cabinet au cœur de la ville, vous n'allez pas avoir d'espace. Oui. Le cœur de la ville actuellement offre très peu de ces espaces-là. Oui. Hein, il faut donc s'étaler en périphérie. Et il faut densifier pour que le cœur de la ville accueille le maximum de population possible. Maintenant, est-ce qu'il faut renouveau et autres? Ça, c'est des questions sur lesquelles les techniciens doivent plancher. Et vous devez les avoir, ces techniciens, au chevet des villes pour plancher là-dessus. Voilà. Ça se fait. Alors, le Cameroun a adopté en 2019 une loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui donne un peu plus de pouvoir au CTD. Est-ce que cela est une bonne nouvelle pour les communautés urbaines dans le processus d'urbanisation des villes comme Yaoundé et Douala? Moi, je crois que c'est évident. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant, on peut le dire. Parce qu'il ne suffit pas, comme je le disais tantôt, que des lois soient prises, des textes soient signés. Il faut que ça se traduise par des faits. Il est question, comme je le disais tout à l'heure, que beaucoup de ressources soient mises à la disposition des collectivités, parce qu'ils sont au centre du développement des villes. Alors, selon la loi, c'est au moins 15% du budget, c'est suffisant. C'est des chiffres qui sont dits comme ça, mais il faut effectivement faire des études plus poussées pour voir si c'est suffisant ou ça ne l'est pas. Mais c'est déjà quelque chose. Si nous partons d'une situation, je ne sais pas laquelle avant, pour 15%, on peut dire qu'il y a amélioration, mais il faut que ça se traduise même dans les faits par effectivement je dirais une amélioration des ressources, je veux dire une augmentation des ressources, ressources financières, ressources en qualité de personnel et même en nombre. Oui. Ça devrait se traduire par cela. Mais sans avoir vraiment étudié le problème au fond, je peux supposer que ce n'est pas encore véritablement ça. Parce qu'au vu des compétences qui sont transférées, qui sont nombreuses, véritablement, il y a encore du chemin. Voilà, il y a encore du chemin et on restera là. Aïe Ateba Cyril, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette discussion, pour cet échange plutôt riche. Le temps imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Merci d'avoir fait le déplacement. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 20h30. En attendant, restez chez vous, protégez-vous et surtout, respectez les mesures barrières. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Humanitarian TV. Bonsoir.